Amour. Ma chère Mathilde, on se connaît très bien maintenant depuis des années, on fait le même métier. J'avais envie de t'avoir à mes côtés aujourd'hui pour que tu me présentes en fait le service que tu as créé, le How To. Raconte-moi, c'est quoi cette méthode ? Alors, How To, effectivement, c'est un e-book, autrement dit un livre numérique, qui va vous permettre d'organiser votre mariage de A à Z sans wedding planner. Alors, l'idée, c'était de créer un outil à petit prix pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir les services d'un wedding planner et avec des astuces d'experts à l'intérieur issues de mon expérience dans le métier. De nos métiers. Exactement. Alors, concrètement, c'est quoi ? Alors, il va se décomposer en deux parties. La première partie, c'est une partie théorique dans laquelle on va balayer tous les sujets. Ça va aller du choix du traiteur jusqu'à la sélection du lieu, la décoration, choisir votre thématique, les faire-part, établir votre budget, voire même des sujets insoupçonnés, comme par exemple les aspects techniques auxquels on n'est pas forcément habitué à traiter. Et l'idée, c'est que là, on a vraiment des conseils à lire, des vrais conseils pratiques sur comment je vais chercher mon lieu, comment je choisis mon traiteur. On est vraiment, c'est ton expérience de façon manuscrite sur comment justement on fait pour organiser un mariage. Exactement. Ok. Dans une seconde partie, on va avoir un outil qui est un peu plus ludique puisque ce sont des fiches pratiques à compléter et qui sont donc imprimables, qui vont vous permettre là pour le coup d'avoir des outils organisationnels, donc pour remplir votre liste des invités, pour remplir votre budget, une aide pour rédiger vos vœux. C'est le carnet de préparation qu'on appelle nous dans notre jargon. Exactement. Qui va vous suivre du premier jour jusqu'au dernier jour. Exactement. Okay. Alors, comment ça se passe si on veut télécharger ce e-book? Combien ça coûte? Alors, pour télécharger l'e-book, c'est très simple. Ça va être sur notre boutique Etsy. Donc, on a une boutique Etsy sur laquelle vous retrouvez l'e-book complet à 19,90 € et vous retrouvez également le pack de fiches pratiques à 11,90 €. Donc 19,90 €, c'est la méthode How To pour organiser son mariage. Exactement. Et si on veut juste les petites fiches pratiques, on cherche en fait de notre côté, c'est 11 €. Exactement. Parfait, bah écoute, il n'y a pas mieux comme nouveau produit. Hein. Moins de 20 € pour des conseils de pro. Eh bien exactement, c'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup Mathilde. Mathilde, grâce à ta super méthode, tu vas nous donner aujourd'hui des conseils sur trouver notre lieu de réception. Alors concrètement, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Alors le lieu concrètement, ça va être l'endroit le plus important de votre mariage. C'est le départ. Exactement. Donc dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est de définir votre type de lieu. On va pouvoir le définir par rapport à votre thématique, par exemple. Si vous avez une thématique plutôt champêtre, on peut partir sur une grange. Si vous un avez moulin, des petites choses comme ça. Exactement. Une thématique plus chic, on va pouvoir envisager un château, une salle de réception. Voilà, donc la première chose à faire, c'est vraiment de cibler. Définir son lieu. Exactement. Ensuite, il y a comment se trouver. Une fois qu'on a défini notre lieu, c'est comment on va le trouver justement ce lieu. Et dans le guide, on va se dire que première chose hyper facile, c'est le bouche à oreille. Bouche à oreille, évidemment. Vous avez sûrement votre cousine qui s'est peut-être mariée l'année dernière. Vous avez sûrement votre collègue de travail, voilà, probablement, qui a assisté à un mariage, etc. Donc, la première chose à faire, c'est de consulter votre entourage et de prendre un petit peu des infos sur les lieux autour de chez vous qui ont pu être testés et approuvés. C'est ça, par les gens. Approuvé, c'est important. Exactement, très très important. Et on va y venir dans un second temps puisque il va falloir chercher d'autre part sur Internet avec notamment… Quelle galère! Exactement. Une galère, pourquoi? Parce qu'on va avoir parfois de très jolies photos du Mais lieu. la réalité Exactement. est tout autre. Et tout autre. Donc ce qui est important de faire, c'est de ne pas oublier de consulter les avis, sur Google notamment, de consulter des avis de mariés qui ont déjà fait leur mariage là-bas et qui peuvent donc attester… ça c'est vrai, c'est important. Exactement. Bien regarder les avis. Ouais, c'est une très bonne idée. Exactement. Dans un troisième temps, on va pouvoir aussi avoir les sites de référencement de mariage où vous allez trouver, en fonction de votre région, un annuaire avec tous les lieux disponibles dans votre région. Ça, c'est ce qu'on a vraiment dans les grands annuaires. On est sur 1001, Zankyo, mariage.net, on est sur tous ces types de sites qui sont de l'annuaire de référencement. Exactement. Donc on va avoir des grands listings de lieux, donc après à vous de tout éplucher, mais c'est un bon moyen aussi de découvrir des lieux que peut-être vous n'auriez pas découvert via le moteur de recherche. Et parfois 5 km de chez soi. Exactement. Et la dernière petite astuce aussi, à laquelle on ne pense pas forcément, c'est de consulter des lieux privés. Donc on a des sites internet comme par exemple Le Bon Coin, comme Airbnb. Tu penses que sur Airbnb, on peut trouver des lieux Oui.
pour organiser son mariage. Tout à fait. Alors c'est un petit peu étonnant, mais par exemple, si vous êtes sur un mât provençal, un mariage dans le sud de la France, vous pouvez tout à fait trouver des mâts provençaux. Par exemple, c'est une belle maison qui a une dizaine de chambres, dans lequel on va peut-être pouvoir mettre une tente ou faire des choses en extérieur, ou un mariage un peu plus intime. Oui. On peut aller sur Airbnb. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Avec des grands espaces extérieurs, si vous voulez une cérémonie en extérieur, voilà, il y a plein de choses à imaginer, mais c'est aussi une petite astuce à laquelle on ne pense pas forcément quand on fait ses recherches. Et donc, une fois qu'on a trouvé notre lieu, Mathilde, on va encore une fois remplir la petite fiche pratique. Et qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur de cette petite fiche pratique ? Alors, sur la fiche pratique, vous allez compléter donc l'endroit où se trouve votre lieu, l'adresse, le nom du responsable du lieu, donc votre contact privilégié, son numéro de téléphone, ses coordonnées. Vous allez trouver la capacité au niveau du nombre de personnes, la date de signature du contrat, l'horaire d'arrivée à laquelle peuvent arriver vos prestataires, les premiers acomptes. Exactement. Donc voilà, c'est vraiment super complet. C'est-à-dire qu'il y a la théorie et ensuite on vient s'appuyer avec la pratique. Exactement. C'est la petite fiche pour ne rien oublier. Le petit pense-bête, le petit bloc-notes. Exactement. Parfait, bah écoute, merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à trouver un lieu, Mathilde. Il n'y a plus qu'à. Allez. Mathilde, parlons d'un point essentiel et qui est le nerf de la guerre pour tous les futurs mariés, le fameux budget qu'on va justement allouer pour organiser son mariage. Exactement. Alors en parlant de budget d'ailleurs, est-ce que tu connais le budget moyen d'un mariage en France ? Il oscille entre 12 et 15 ? Alors non, pas du tout, c'est un petit peu plus bas que ça, c'est entre 10 et 12 000 euros par mariage, donc ça englobe le tout. Pour la totalité du mariage. Exactement. Comme on peut le voir sur le petit graphique, alors c'est un peu, on a des mariés qui viennent nous solliciter et qui sont un petit peu perdus dans le budget du mariage, puisque c'est un petit peu compliqué de savoir quels sont les tarifs pour chacun des prestataires. C'est ça. Exactement. Donc pour vous aider à défricher un petit peu tout ça, on a fait un petit camembert qui va détailler tous les postes du mariage à ne pas oublier. Et là, on voit surtout que lieu de réception et traiteur, en gros, c'est 50% du budget. Exactement, c'est la partie la plus importante du budget. Alors, on n'a peut-être pas forcément cette notion quand on ne connaît pas le domaine, mais typiquement, un traiteur, vous allez avoir un menu entre 70 et 90 euros. Donc, c'est un budget conséquent et le lieu de réception fait partie aussi des postes. Après, ça dépend aussi beaucoup de la région, Mathilde. Exactement. On n'a pas les mêmes tarifs en région parisienne qu'on va avoir à Bordeaux ou qu'on va retrouver en fait à Lille, en fait. Exactement, et tout dépend aussi du type de prestataire que vous avez sélectionné, du type de lieu. Si vous prenez un château, forcément, versus une grange, ça ne va pas être les mêmes tarifs. Mais grosso modo, ça reste quand même les deux postes les plus importants dans votre budget. Dans notre budget. Est-ce qu'il y a des méthodes pour faire des économies, Mathilde ? Alors, il y a des méthodes pour faire des économies, il y a notamment la négociation. Puisque typiquement, vous allez recevoir, quand vous interrogez un prestataire, vous allez recevoir des devis. L'idée, c'est d'interroger plusieurs prestataires, par exemple. Combien tu conseilles, toi ? 3 ? 3, c'est l'idéal, comme ça vous permet... Pas plus quand même, hein. Non, pas plus, qu'à force, vous allez vous y perdre. Et quand on organise son mariage, on a beaucoup de choses à penser, donc l'idée, c'est pas non plus de se perdre là-dedans, mais 3 prestataires, par exemple pour un traiteur, ça vous permet de comparer les offres et de comparer les devis et de faire jouer la concurrence. Voilà, en demandant, est-ce que c'est possible de nous faire une petite remise et d'adapter. Une grosse remise d'ailleurs. Exactement, c'est le mieux. Pour toi, c'est vraiment ça, la négoce ? Alors ça va être la première étape. La deuxième étape, c'est aussi de cibler quels sont les budgets sur lesquels vous ne voulez pas couper et quels sont les budgets qui sont peut-être un peu moins importants pour vous. Les essentiels et les non essentiels dans l'idée. Puisque dans l'idée, vous pouvez vous dire, par exemple, nous, on tient vraiment à ce que notre lieu de cérémonie, notre lieu de réception soit sublime et soit magnifique. Donc, dans l'idée, on va peut-être mettre un peu moins d'argent sur la partie faire part. D'accord, ok. On ne tient pas forcément à se mettre des priorités, tu veux dire ? Voilà, prioriser ce qui est important pour vous et donc mettre plus de budget sur certains postes et le diminuer sur d'autres. Histoire des vases communicants. Exactement. Et du coup, les gros postes de décoration, il y a souvent le problème de ce qu'on a envie et il y a aussi la réalité budgétaire en fait. C'est souvent ça le paradoxe en fait qu'il faut réussir en fait à trouver. Oui, tout à fait. Alors dans la décoration, quand vous prenez un prestataire de décoration, vous allez avoir du mobilier, vous allez avoir de la décoration des accessoires, vous allez avoir aussi la partie florale. À savoir que, par exemple, une décoration florale très travaillée, ça va coûter très cher. Donc,
peut-être des alternatives avec des fleurs artificielles. Séchées, artificielles. Voilà, donc il y a plein d'alternatives à trouver, mais effectivement la décoration c'est quelque chose à bien étudier aussi en fonction de ce que vous voulez en termes de rendu et ce que vous pouvez avoir avec votre enveloppe allouée. Du coup, dans la petite fiche pratique de budget, on va retrouver quoi? Vous allez avoir votre budget de planeur, donc il y a des catégories. Vous allez avoir la catégorie réception, vous allez avoir la catégorie tenue des mariés. Ah oui, tu as refait poste par poste. Exactement, et poste par poste, vous allez pouvoir noter quel est le tarif que vous avez payé et faire votre total pour réussir à atteindre votre budget final. Et est-ce qu'on part pas plutôt j'ai 20 000 et je remonte, ou est-ce qu'on part de je fais tout et ça arrive à temps? C'est quoi la meilleure des solutions? Idéalement, il faut partir du bas. Il faut se dire j'ai 15 000, qu'est-ce que je peux faire avec les 15 000? Exactement. Du coup, si on part sur ce principe-là, Mathilde, on part de l'enveloppe, il faut aussi donner son cahier des charges, en fait, ses envies au prestataire et surtout donner le budget. Par exemple, votre prestataire décoration, vous allez lui dire, voilà, j'ai une enveloppe de 2 000 € pour la décoration, qu'est-ce que vous pouvez me faire en fonction de mes inspirations et nos envies? Voilà. Très bon conseil. Parfait. Mais si vous voulez retrouver encore plus de conseils, on va directement télécharger ton e-book et les fiches pratiques sur Etsy. Exactement. Merci beaucoup Mathilde. Merci. Mathilde, on va aborder un super sujet que moi j'adore, le bar à dessert, la gourmandise en fait qu'on a dans les mariages. Alors, c'est quoi maintenant aujourd'hui les tendances? Le bar à dessert, c'est quoi déjà concrètement? Alors, le bar à dessert, c'est tout simplement un moyen pour vous, si vous vous mariez sur une fin de matinée ou sur un début d'après-midi ou un milieu d'après-midi et que vous avez votre réception le soir, ça va être un moyen de poursuivre le moment avec vos invités et de ne pas couper la journée. Donc l'idée c'est de faire en fait un petit moment convivial type goûter avec justement des desserts, des gourmandises. Que de la gourmandise sucrée. Exactement. Voilà, c'est par exemple, on est après l'église, on a un petit temps de battement avant la soirée, avant le cocktail, on fait un petit bar. À quoi du coup? On peut faire par exemple un mur de donuts comme ce qu'on a vu très beau. Sur cet exemple. Alors ça participe aussi à votre scénographie puisque c'est très joli visuellement. On annonce un peu déjà la couleur du thème en fait, c'est ça? Exactement. On connaît tous le candy bar, autrement dit le bar à bonbons, puisque ça se fait beaucoup en France depuis quelques années, mais vous pouvez aussi l'imaginer avec plein d'autres variantes. Ça peut être un bar à fruits, ça peut être pour les rafraîchissements un bar à smoothie, un bar à jus, ça peut être bar à cupcake. Un bar à cupcake, un bar à barbe à papa, même si on veut être un peu plus original. Voilà, il y a plein de choses à imaginer, mais pour sûr, ça va ravir vos invités. Donc ça sert à la fois en interstice, en intermédiaire on va dire, mais ça peut aussi servir pendant la soirée. Tout à fait. Et ça, c'est ce qui va venir compléter, par exemple, ta pièce montée, ton wedding cake, ton open bar. Exactement. Pourquoi pas? Parce que toujours penser que alcool, éventuellement, il faut quand même un petit peu édulcorer. Donc c'est vrai que toujours les petites gourmandises sucrées, ça marche bien. Tout à fait. Donc le bar à dessert, ça vous permet aussi d'apporter des mignardises en plus pour que les gens repartent le ventre bien rempli. Et ça, du coup, tu passes par qui? Par ton traiteur? Tu le fais... Il y a vraiment des prestataires aujourd'hui spécialisés là-dedans? Alors tout dépend de ce que vous préférez. Si vous préférez un bar à bonbons, par exemple, qui va être plus classique, ça c'est assez facile. Voilà, il y a de fortes chances que votre traiteur puisse vous le proposer. Si toutefois vous souhaitez une option un peu plus originale, par exemple un bar à barbe à papa, vous pouvez solliciter un prestataire extérieur qui va être spécialisé dans ce genre de choses et qui va peut-être vous fournir une petite roulotte. Ah voilà, tu ajoutes en même temps, c'est l'animation plus en même temps la scénographie. Exactement, et ça constitue une animation à part entière. Et ça peut être même éventuellement des petits ateliers participatifs qu'on peut faire entre amis, des petites choses comme ça. Il y a plein de possibilités autour de la gourmandise. Oui, exactement. Par exemple, ça peut être une animation culinaire où la personne va par exemple faire les donuts sous vos yeux avec un nappage chocolat, avec un nappage au sucre, etc. Le chef, et c'est en même temps cette chose-là. Mais là, tu le ferais plutôt soirée ou... Plutôt après-midi. Plutôt après-midi. Ça peut occuper aussi l'après-midi. Ou ça peut être aussi une animation participative où là, ça va être vos invités qui vont pouvoir ça, c'est top. Réaliser leur petit donut. On choisit éventuellement... Un peu comme on a ici, exactement. On choisit son donut, on va choisir son nappage, on choisit son topping. Exactement. Et on se fait son petit donut qu'on a envie. Par contre, après la mairie, il ne faut pas en manger trop quand même. Hein. C'est ça. Parce qu'après, il faut quand même tenir le reste. Alors du coup, une fois qu'on a choisi toutes nos petites animations comme ça, on reprend une de tes fiches pratiques. Exactement.
On a justement là, donc, du coup, on va noter quoi dans ta fiche pratique? Alors vous avez votre fiche traiteur d'une part et vous avez votre fiche planche tendance pour le gâteau et le dessert. Donc vous avez ces deux parties-là puisque le gâteau et le dessert ça peut être sur une thématique un peu poussée. Donc vous allez pouvoir mettre vos photos d'inspiration, les goûts que vous souhaitez et dans votre fiche traiteur vous avez tout le récapitulatif organisationnel à proprement parler avec quel prestataire va réaliser votre bar à dessert, quel prestataire va réaliser votre traiteur et ça vous permet d'avoir le topo global de votre partie traiteur. Parfait. Merci Mathilde de nous avoir ouvert l'appétit comme ça. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Mathilde, on va aborder maintenant un sujet un petit peu technique qui est le cocktail dînatoire. Alors Mathilde, le cocktail dînatoire c'est quoi déjà? Alors le cocktail dînatoire c'est une alternative au dîner assis. À la différence du cocktail apéritif, à surtout ne pas confondre, c'est un repas qui va se faire debout. Donc la différence, c'est qu'on va avoir soit des buffets ou soit des serveurs qui passent à travers les invités avec des pièces cocktails qui vont constituer un dîner. Un vrai dîner. Donc Exactement. Quand on parle de dîner, on parle bien sûr le soir et on a entrée, plat, fromage, dessert. Exactement. C'est vraiment l'alternative à un dîner totalement. Pour quel type de public ça peut être? Simplement, si vous voulez par exemple varier d'un dîner assis, puisque le dîner assis ça peut être quelque chose d'un petit peu guindé, ça n'aide pas forcément pour les échanges. Exactement, ça brime un peu la convivialité. Si vous privilégiez l'échange entre vos invités, l'idéal c'est vraiment d'opter pour ce type d'option. Vous installez des petits coins lounge, à des manches debout, etc. Mais l'idée c'est que les gens peuvent aller et venir là où ils veulent, discuter avec qui ils veulent, tout en profitant de leur dîner. Donc on est d'accord qu'il faut allier avec ce cocktail dînatoire une certaine type de scénographie, c'est-à-dire d'implantation. Si on part sur ce principe-là, on n'a pas de table dressés, entre guillemets, on va privilégier des espaces lounge, donc ça veut dire des petits espaces canapés, un petit peu à gauche à droite, des manches debout, donc c'est vraiment ça. Et on a les produits qui sont éventuellement disposés à plein d'endroits. Oui. C'est vraiment ça le principe. Exactement. Alors dans l'idée, on peut avoir des produits, des pièces cocktails qui seront disposées sur des buffets. On va pouvoir avoir des pièces cocktails distribuées par des serveurs qui passent en déambulatoire à travers vos invités. Et on va pouvoir aussi avoir des ateliers culinaires, donc avec un chef qui va réaliser, par exemple, des grillades minutes, etc. Donc, un bon petit parmentier de canard, des petites choses comme ça. Oui, qu'on se dise bien, cocktail dînatoire, on va dîner. Hein. C'est ça. Et il y a souvent justement cette notion, par contre, c'est important de bien comprendre cette notion de pièce. Alors, ça c'est un petit peu compliqué, parce que quand on parle de cocktail dînatoire, les gens, en général, ont un peu la crainte que les invités repartent avec le ventre pas totalement. C'est ça. On se dit, on va se faire un petit McDo sur la route parce qu'on va rien manger. Exactement. Alors, il ne faut pas s'inquiéter pour ce niveau-là, puisque un cocktail dînatoire, il faut savoir que ça commence à partir de 18 pièces. En général, c'est entre 18 et 24 pièces. Et à l'intérieur de ces pièces-là, il va y avoir au moins 3 pièces qui vont être des bouchées plus importantes et qui vont être plus consistantes. Important, du coup, quand on parle de pièces cocktail et de bouchées, on a quand même une notion différente. Oui, alors les bouchées, ça va être justement ce qu'on appelle des bouchées qu'on va devoir manger en plus de 2 fois. D'accord. À l'inverse d'une pièce cocktail qu'on va pouvoir manger directement une seule fois. En une seule fois. Voilà. Du coup, Mathilde, si on part sur l'option d'un cocktail dînatoire, il faut aussi qu'on garde le rythme comme un dîner, d'avoir entrée, plat, fromage, dessert. C'est pas on arrive dans une pièce et on a envie de manger une pièce montée, on a envie de manger le fromage. Il faut qu'on garde aussi ce rythme qui est important. Exactement. Donc le déroulé reste le même qu'un dîner classique. C'est le traiteur qui va gérer ça pour vous. Donc les serveurs sauront quelle pièce amener, à quel moment de la soirée, mais grosso modo, le dîner va se dérouler sur 4 à 5 heures, comme un dîner classique. Comme un dîner standard. Exactement. Ok. On est d'accord que pour tout se dérouler, toutes ces choses-là, c'est le traiteur qui vous explique tout ça. Ça, si on veut le faire en mode un petit peu do it yourself, c'est quand même un petit peu plus compliqué qu'un dîner. Alors c'est un peu plus délicat puisqu'il faut que les équipes de service soient bien briefées et soient habituées à ce type de service-là qui est bien loin du dîner assis qu'on peut retrouver plus souvent. Faire appel à un professionnel plutôt sur cette partie-là. Faites appel à un professionnel, exactement. Est-ce qu'une alternative, par exemple, comme des food trucks, ça peut s'insérer
dans le cocktail dînatoire? Oui, tout à fait. Alors le food truck, c'est un petit peu tendance en ce moment, mais en tout cas, ça peut constituer une animation culinaire, comme ce dont on parlait tout à l'heure. Avoir des chefs qui réalisent la nourriture sous vos yeux, et ben, ça peut être aussi sous forme de food truck. C'est la bonne alternative. Si vous êtes en extérieur, ça peut créer voilà, une belle Une belle animation. énergie, ouais. Et du coup, ça peut être par exemple un sushi bar, ça peut faire partie des ateliers. On a parlé du food truck. Ça peut être un bar à foie gras, ça peut être un bar à burger, ça peut être, voilà. Il y a vraiment tous les styles disponibles, donc selon vos goûts et selon les goûts de vos invités également, mais vous pouvez partir sur tous les styles Tout ce de qu'on a repas. envie. Voilà. C'est ce qui peut être en tout cas un petit peu plus ouvert qu'un dîner assis qui va nous cantonner à chaque fois à avoir une entrée, un plat, un fromage, un dessert. Et ça vous permet aussi de varier les plaisirs, puisque là où lors du dîner assis, vous devez choisir un plat principal pour tout le monde, l'option du cocktail, ça vous permet aussi de proposer, D'ouvrir 2 à 3 ou 4. voilà, de proposer des pièces un petit peu plus originales si vous en avez envie. Toujours pareil, dans notre petite fiche pratique du coup traiteur, Exactement. on va retrouver pareil le nom, ce qu'on a choisi, les rendez-vous, Exactement. les déjeuners tests, toute cette partie-là, pareil. Les menus spéciaux aussi, puisqu'il y a des personnes peut-être qui vont être végétariennes, qui vont être... Différentes choses, ouais, les végétaliens, les végétariens. Exactement, donc vous pouvez aussi annoter tout ça dans votre petite fiche traiteur qui va vous servir à... À justement garder l'organisation au top. Exactement. Allez, parfait. Merci beaucoup Mathilde. Merci beaucoup. Ma chère Mathilde, on va parler d'un point important dans un mariage qui est les bambins, les petits babies, les invités qu'on oublie un petit peu souvent, mais malgré tout qui sont quand même ultra présents. Alors c'est très important effectivement d'y penser, puisque souvent c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on organise son mariage. Malgré tout, il va falloir le prévoir. Alors la première chose à laquelle penser, c'est d'embaucher des babysitters pour à la fois laisser les adultes profiter de leur soirée et pour permettre aux enfants aussi de profiter de leur soirée à eux, puisque c'est pas forcément le plus sympa pour eux que d'assister au dîner. Voilà. C'est clair. Combien on prévoit, petite question technique, combien on prévoit de babysitters pour combien d'enfants? Alors pour 30 enfants, par exemple, on va prévoir 3 babysitters, on prévoit une babysitter Une pour 10 10 enfants. à peu près? À peu près. Dans l'idée, on va leur réserver un espace dédié, donc si typiquement vous avez votre salle de réception et qu'il y a des petites salles annexes, on va pouvoir leur dédier une salle. On les parque. On les parque dans un endroit. Dans l'idée, c'est qu'ils aient leur petit espace et qu'on puisse aussi proposer dans cet espace-là des animations sans forcément perturber le dîner qui va se passer à côté. Important. Donc dans cette salle, on peut faire quoi? On parlait un petit espace jeu ludique, jeu en bois, toutes ces choses-là. Ouais, alors on peut prévoir des jeux typiques comme on connaît tous, des jeux en bois, des jeux de société, des jeux vidéo même, on peut faire un petit espace jeu vidéo. Ça marche bien. Et on peut prévoir également des choses un petit peu plus atypiques, un petit peu plus sympas, qui vont changer de l'ordinaire, par exemple un espace ciné. Il suffit d'un petit rétroprojecteur, des coussins au sol, cornet de pop-corn par exemple, qui ne coûte pas très cher, et leur faire une petite soirée ciné. On leur fait la petite projection le soir, un petit Disney, Exactement. un petit film. Avec des plaids et leur petit cornet de pop-corn. C'est une solution à petit prix, mais qui va, pour le coup... bien fonctionner. Exactement. On va pouvoir leur proposer, si on veut quelque chose d'un peu plus grandiose et d'un peu plus original et qu'on a un bel espace extérieur, on peut envisager de louer un château gonflable, par exemple. Ah oui, ça marche bien. Exactement, ça marche très bien pour les mariages en été notamment. Louer un château gonflable, louer des manèges de fêtes foraines, ça se fait aussi beaucoup. Et ça n'est pas forcément aussi cher que ce qu'on pourrait le penser. Oui. C'est vrai que c'est pas forcément très cher de louer un château gonflable. Exactement, donc c'est des options qui sont à étudier. On peut aussi, par exemple, lorsqu'ils vont dîner, on peut leur prévoir un petit kit, un petit sachet avec du coloriage, des petits crayons de couleur, etc. pour qu'ils puissent s'occuper pendant le dîner. Ça peut être une bonne option aussi et qui peut être un petit plus à leur apporter. Une mini fête foraine, pardon, c'est compliqué à organiser? Alors une mini fête foraine, encore une fois, il va falloir trouver un prestataire et faire appel à un professionnel. Naturellement, ça n'est pas vous qui allez gérer toute la logistique. De ça monter risquerait le d'être un manège. petit peu compliqué. C'est ça. Mais il y a des prestataires qui sont spécialisés dans ces domaines-là et qui vont donc pouvoir vous gérer ça. Ils vont arriver avec leur camion de livraison, ils vont vous faire tout le montage et ils vont reprendre le manège une fois que la fête sera terminée. Vous n'aurez rien à gérer à ce niveau-là. Et du coup, après, on a des choses un petit peu plus... que moi j'aime bien. C'est vrai qu'on peut à la fois allier pour les enfants comme pour les grands, c'est des chasses au trésor. Exactement. Aller chercher des indices, chercher des choses comme ça dans les jardins, ça marche bien. Ça marche très bien. Alors encore une fois, comme tu le dis si bien, ça peut marcher sur un mariage où on a un bel extérieur et un intérieur. Là, ce sont les babysitters qui vont gérer ça. Ça ne demande pas une grande logistique et ça va pouvoir les occuper pendant un temps assez long.
Typiquement, si on est sur un mariage en début d'après-midi et que tous les invités rejoignent le lieu en milieu d'après-midi, ça va permettre d'occuper les enfants pendant quelques 2-3 heures. On pense à des petites bouteilles d'eau entre deux. Exact. Et après, on est relativement tranquille. On a une bonne option aussi pour les enfants et les adultes, ça peut être le bar à tatouage éphémère. Alors, ah oui, c'est vrai que ça, c'est bien tendance. Ça marche bien. L'idée, c'est qu'ils puissent choisir les tatouages éphémères qu'ils souhaitent. Et après, on leur met des petites options avec des paillettes, sans paillettes, avec des couleurs. Comme un petit peu comme un petit atelier make-up qu'on ferait mais ça change un petit peu de l'atelier maquillage qu'on connaît tous. Et ça peut s'adapter à vos invités adultes aussi. Toutes ces idées, on les retrouve dans ton book. Exactement. Dans ton e-book, donc dans ton livre virtuel. Et du coup, idem pareil pour la fiche pratique. Oui. On va retrouver dans la fiche atelier. Dans la fiche animation enfant. Animation enfant. Exactement. Pareil, on met les petites recherches, les prestataires qu'on a trouvés. Quelles animations on a choisies? Est-ce qu'il y a des accessoires à acheter? Quand on parlait du cinéma tout à l'heure, est-ce qu'il faut acheter quelques coussins, des Est-ce qu'on va louer une télé, toutes ces choses-là? Exactement. Voilà. Donc ça vous permet encore une fois d'avoir cet outil indispensable et organisationnel pour ne rien oublier et permettre à vos enfants de profiter de la soirée comme il se doit. Merci beaucoup Mathilde. Merci et à beaucoup. bientôt. Olivier, tu es le chef de Chutney & Co traiteur et aujourd'hui on va apprendre avec toi comment revisiter un grand classique, Le Parisien. Un petit croque-monsieur maison qu'on a maison. retravaillé avec du pain de mie. Donc effectivement, c'est la même base. On est parti sur un classique, pain de mie. Vous avez un petit emmental un peu fruité, du jambon de Paris, bien sûr, bien évidemment, le classique. Et tout ça, nous allons le passer au toaster. Donc on dispose l'emmental, ensuite le jambon. S'il y en a qui veulent un peu plus de moelleux et donc tontité, vous pouvez prendre un fromage frais, style Philadelphia ou autre, et vous tapissez. Et venir le tartiner en voilà, tout à fait. Après là, on est parti sur du classique. Vous coupez votre jambon, vous quadrillez votre. Généreux. Voilà, faut être généreux quand même. C'est un mariage. Quand même. Voilà. Donc là, effectivement, on a un toaster. Vous mettez votre toaster et on va le griller comme un panini classique pour avoir un effet fondant et croustillant. Cette forme de pain de mie, on la trouve dans des grands magasins qu'on a l'habitude de travailler tous les jours? Oui, normalement vous trouvez, là c'est des produits qui ont été achetés chez des professionnels. Vous pouvez soit le prendre, même en carré normal, les grands formats, et vous le toastez directement avec la croûte et à la fin vous enlevez la croûte, ou sans croûte et vous le toastez. Au gré de ses envies. Voilà. Et après, ça c'est une base de recette, mais vous pouvez, il y a plusieurs pains de mie différents. De toute façon, vous avez des céréales, etc. et autres. Si vous voulez pas manger de jambon, vous pouvez mettre de la volaille, de la dinde ou autre. Voilà. Avec ses envies du serrano, quelque chose comme ça. Tout à fait. Nous avons un modèle comme ça qui est toujours un pain de mie, sauf qu'on met de la truffe, de la mozzarella et du jambon serrano effectivement. On va passer sur la deuxième recette. Là, on est passé sur un pain focaccia. Donc là, focaccia, c'est quoi, Olivier? C'est un pain italien. Vous trouvez soit dans les bonnes épiceries italiennes ou même maintenant en grande distribution et commerce de proximité. Là, on est sur un modèle un peu plus végétarien parce qu'on est parti sur de la tomate, de la courgette et on va garnir avec de la mozzarella, de l'origan. On va parsemer, voilà, tout à fait. On va parsemer avec de l'huile d'olive. C'est un vegan 100%. Voilà, c'est un pain qui est déjà fait à l'huile d'olive. Donc pour apporter plus de goût et plus d'onctuosité au moment du toastage, on va en rajouter. Et tu sales pas et tu poivres pas? Si, quand même. On va mettre surtout la mozzarella qui est un fromage relativement assez doux et même limite sur certains un peu insipide. C'est pour ça qu'on va mettre de l'origan séché, poivre en 5 baies et un peu de fleur de sel. Voilà. Ah, très bien. Donc on va passer. Il faut quand même que ce soit généreux quand même. Toujours généreux, même en huile, on n'hésite pas. On va faire les tomates. Pour le montage, on met toutes nos petites tomates. Tu t'appliques sur le dressage, hein, Olivier. Ah faut que ce soit carré. Regardez, hop, la taille du pain. La petite technique, c'est qu'on taille la courgette à la dimension du pain. Comme ça, on a juste à faire quelques lamelles. Hop. Donc on essaye quand même de les faire assez fines. Effectivement, bon, moi je l'ai fait au couteau, j'ai l'habitude. Mais si vous avez une petite mandoline à la maison,
vous réglez votre mandoline, ce sera beaucoup plus simple. Une petite lamelle sur nos tomates. Hyper Donc simple là, en fait au final. ouais, tout à fait. Donc effectivement là, nous allons prendre la mozzarella. Si vous aimez quelque chose d'un peu plus corsé, il y a aussi des fromages tranchés brebis directement. Ça marche Donc bien. ça a un peu plus de goût. Nous on fait aussi avec la bressaola. Ah bah voilà, il est Ça nickel. y est. Bravo Manu. Magnifique. Bonne gestion de la cuisson. Donc Très effectivement, après, vous n'avez qu'à découper. Vous avez Oui, tu le recoupes du coup en petit. voilà, en pièces petit cocktail, snacking, en petit voilà, finger, quoi. individuel. Donc là, on coupe. Tu peux me passer l'assiette, s'il te plaît, Manu? Parfait. Je peux Hop, même faire là. le Le service. Et hop. Et Et vos donc du coup, on a 8 couverts. On a voilà, 8 petites sur tables. voilà, et vous avez quelque chose de fondant et croustillant. Tiens, goûte, va te faire du bien et du bonheur. Parfait. C'est bon. Simple et C'est très efficace. On va continuer sur notre deuxième Je continue recette. quand même, hein. Ensuite, donc un assaisonnement, 5 baies. On va rajouter un peu d'origan. Donc ça, va c'est de sentir l'origan bon, séché qu'on utilise effectivement pour les pizzas et autres. Donc après, vous pouvez mettre d'autres légumes, sans légumes, avec légumes. Après, à votre convenance. Ça, on est d'accord que le végétarien, c'est impératif maintenant à penser. La tendance actuelle fait qu'il y aura toujours besoin. Nous, quand on fait nos cocktails, nos animations, nos pièces, il y a une quantité effectivement qui sont dédiées aux végétariens et aux véganes. Justement, en parlant de quantité, si je dois par exemple accueillir 100 personnes, c'est-à-dire j'ai envie de me faire mon mariage et je me lance, ou je me lance avec des amis, combien concrètement il faut prévoir par exemple pour faire du croque-monsieur 2 pièces par personne, ça 2-3 pièces? Sur un cocktail qui va durer à peu près 1 heure de temps, on est sur 8 pièces. Après, ça c'est quand même de la pièce généreuse, Ouais, j'allais dire, sincèrement. on a déjà mangé 2 croque-monsieur de maison quoi. Voilà. Bon, nous on a revisité des panini foie gras. Voilà, on travaille plusieurs viandes, volaille, du bœuf et autres. En formule snacking, ça peut être une bonne option. J'ai cru comprendre que tu t'es inspiré beaucoup en fait de tes voyages, de tout ça. C'est vraiment ça ta source de créa? J'ai quand même beaucoup voyagé. J'ai fait une grande partie de mon job à l'étranger, Amérique du Sud et autres. Donc effectivement, j'ai une double culture. J'ai beaucoup vécu en Uruguay, en Argentine, la culture de la viande, la parrilla et autres. Gourmand aussi, Olivier. Ouais, on va les mettre à côté. Donc là, votre petit pain focaccia qui est toasté avec la mozzarella. Donc après, c'est très croustillant. C'est des pièces qu'on passe au plateau. Voilà. Ou éventuellement qu'on laisse par exemple comme ça sur un buffet, les gens viennent grignoter. Tout à fait. Quand on gère en ce qu'on appelle nous en animation culinaire, vous avez le chef qui est devant vous, devant vos convives. Alors, on laisse toujours un espace et on pose les assiettes et les clients viennent se servir. Ou vraiment, quand il y a beaucoup de monde, on fait un passage, ce qu'on a fait un passage plateau. Si je veux m'inspirer de vos recettes, de voir un petit peu vos menus, comment on fait, Olivier? Nous, on a déjà notre site internet avec pas mal de choses en ligne, donc chutneyandco.com. C'est vrai que nous, comme on fait beaucoup de sur-mesure, le mieux c'est de téléphoner et déjà on fait des propositions par rapport à ce que votre cahier des charges, ce qu'on peut faire pour vous, et là on fait vraiment une proposition. Parfait, merci beaucoup Olivier. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Dans la série des gourmandises sucrées faciles à reproduire à la maison, je suis avec Olivier aujourd'hui qui va nous apprendre comment réaliser une recette simple à base de sablé breton. Donc, petit sablé que vous pouvez vous procurer dans toute bonne épicerie ou grande distribution. Sablé classique. Là, on est parti sur une façon un peu tarte tatin. Donc, vu le sablé, ça va être un peu plus croustillant. On est parti sur un fruit que nous avons préalablement poêlé, passé au caramel. On fait un petit caramel. Là, on a jeté notre brunoise mangue ananas à l'intérieur. On coupe bien nos fruits d'abord en brunoise. Voilà. On fait revenir ça dans un wok, dans Tout une à casserole. fait. Non, on fait une petite casserole, vous faites le caramel ou même un wok. Après, voilà, vous mettez un peu de sucre, un peu d'eau. Caramel juste blond. Donc effectivement, Oui, on jette les fruits à l'intérieur. On le fait très rapidement. Voilà, c'est le caramel. Donc là, on est sur mangue ananas. Oh, c'est très 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 bon ça. Alors après, si vous voulez, vous pouvez faire flamber, rajouter un peu de J'allais dire, rhum ou un coup de petit calva. alcool. Vous pouvez effectivement décliner la recette avec juste des pommes. Vous faites pareil, caramel, vous jetez vos petits cubes de pommes à l'intérieur. Vous pouvez flamber avec
Calva pour la pomme. Là, on est parti. Vous pouvez mettre ça du peut être- rhum ah ouais, ça peut et être autres, très bon. rhum ambré. Dessus, on mettra une petite crème chantilly sur celui-ci. Donc, on prend le palais breton, les fruits et la chantilly et ça reste à déguster. Que tu nous as préparé maison. Tout à fait. Petite chantilly au siphon. Comment on se prépare en 2 minutes une chantilly maison, Olivier, on en profite? Ah bah très simple. plus simple. Il n'y a pas plus simple. Là c'est un siphon d'un demi-litre, vous mettez un demi-litre, 50 grammes de sucre, une cartouche de siphon, un peu de vanille, soit l'extrait de vanille ou du sucre vanillé. Vous mettez dans le siphon, on laisse reposer 10 à 15 minutes au réfrigérateur parce qu'il faut que ce soit bien frais, ou sinon si la crème sort du frigo, il y aura pas de souci, mais il ne faut pas prendre une crème qui est à température ambiante. Avant qu'on passe à la dégustation et au dressage, de où ça vient une idée comme ça? Bah alors la tendance à l'heure actuelle, il y a beaucoup en pâtisserie qui utilisent ces fameux sablés. Ils en font des tartes meringuées citron ou autres pour Ouais, changer un peu, ouais. voilà, de style plus contemporain, on va dire. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu imagé sur la tarte tatin et autres. C'est ça. Donc effectivement, mais vous avez une matière beaucoup plus croustillante avec le sablé. Allez, on passe au dressage. On j'ai passe faim. au dressage. Allons-y. Donc là, vous avez vos petits sablés. On va effectivement déposer nos généreux fruits. ou on est plutôt, plutôt généreux? Déjà, le sablé est quand même relativement conséquent. Épais, voilà. Voilà, là, ça fait, sur un sablé comme ça, vous avez au moins 2 à 3 bouchées facilement. Parce qu'on est d'accord que là, on est sur du grignotage debout. Oui. On peut éventuellement te servir en mode un peu café gourmand. Ça serait des petites mignardises à côté. Pas forcément. Bah, les deux, Comme on a sincèrement, envie, en fait, voilà, dans l'idée. parce que c'est vrai qu'effectivement, ça peut se marier totalement sur un café gourmand et une assiette, mais l'avantage du sablé qui est quand même relativement dur, on va dire que ça se maintient. C'est pas une pâte qui est molle C'est ou autre. ça, oui, Donc oui. quand Ça tient bien, il y a donc, il y a une bonne consistance, un bon croustillant. Quand vous pouvez le manger debout, effectivement, c'est mieux d'avoir une petite serviette et autres. Donc voilà, nos sablés. Généreux, hein. Oui, il faut qu'il y ait bien. quand même du fruit. Il y a une pâte qui est assez importante. Donc là, effectivement, on va mettre un peu de chantilly. Joli geste. Voilà, Oh là là, elle tout est belle, hein, doucement. cette Mais chantilly. c'est vrai que On voit que bon, c'est une chantilly maison. très généreux, même en chantilly. Un peu de calories n'a jamais fait de mal. J'allais dire. C'est à peu près Effectivement. 750 calories la bouchée, Olivier, ou on en est pas très loin? Oh, sûrement, mais c'est pas grave. Le dessert n'est qu'un C'est de se plaisir et faire un plaisir. bonheur. Exactement. Donc et vous, votre après- leitmotiv, c'est toujours gourmandise et partage. Tout à fait. Donc voilà. Donc là, après, On vous peut pouvez les redresser. remettre, voilà, pour donner un peu plus de relief sur une assiette. Faites voir un peu à quoi ça ressemble. Alors déjà ça sent bon. Hein. Bon, je vais goûter que la chantilly. C'est très bon. Toi, tu ne goûtes pas. Non, tu es au Non, régime. tu es au Comme régime. tous les chefs. Bon, en tout cas, c'est super bon. Hyper facile à reproduire. Merci beaucoup, Olivier. Avec plaisir, À très bientôt. bien sûr. Olivier, dis-moi, quand on a un petit budget et qu'on ne peut pas s'offrir du champagne, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos invités? On a une petite alternative avec un vin qui est style champenois, un Vouvray. D'accord. Donc là, nous allons présenter une soupe champenoise aux fruits rouges. Pour cette recette, nous avons besoin de jus de citron. Ensuite, il faut du sirop de sucre de canne, du Cointreau. Si vous n'avez pas de Cointreau, vous pouvez remplacer facilement par du triple sec Ou du Grand Marnier. ou du Grand Marnier, tout à fait Manu. Nous avons des fruits rouges et notre Vouvray. Fruits rouges, c'est... Alors là, c'est un cassis, mélange, groseille, voilà, tout à fait. framboise. C'est un mélange. Vous pouvez facilement l'acheter en surgelé. Carrément. Oui, voilà. Comme le ça, il sert est déjà un peu. congelé? Non, On non, le non. sert congelé? Faut qu'il Non. soit décongelé. D'accord. Vous le prenez, vous le mettez dans un récipient. Pour la recette, on va faire verre par verre, mais effectivement, vous pouvez prendre une vasque à champagne, C'est ça. préparer votre mélange d'avance. Donc ça veut dire que vous allez mélanger votre citron, votre sucre et votre Cointreau et vos fruits rouges dans le fond de la vasque. Et on vient arroser. Et à la fin, au dernier moment, vous sortirez votre méthode champenoise que vous mettrez au dernier moment dans la vasque avec une louche et vous n'aurez plus qu'à servir. On passe au dressage, tu nous montres alors dans l'idée? Donc là, on a préparé directement Notre tout le mélange. mélange. Voilà. C'est tout quoi le mélange. dosage? Important. Alors, pour faire cette recette, il vous faut 7 centilitres de jus de citron, 4 centilitres de sucre de canne, 7 centilitres de Cointreau, vos fruits rouges et votre Vouvray.
Pour une bouteille, hein, tout Pour ça. une bouteille, tout à fait. C'est une recette pour une bouteille de 70 centilitres. J'ai déjà fait le mélange avec le bon dosage. Là, nous allons mettre dans les verres, parce que là, on va le faire chacun son tour. Mais comme j'avais dit précédemment, le mieux, c'est de faire dans une vasque pour un volume de convives pour 8 personnes, plus important. C'est à la petite dégustation maison. Et effectivement. Donc là, nous allons mettre nos fruits rouges. Disposons des fruits rouges dans le fond. Une petite cuillère comme ça à chaque fois. Voilà. Pas trop en fait. Non. Mais de toute façon, quand vous le faites sur des volumes plus importants, vous avez tout dans la vasque et vu que vous servez à la louche, vous pouvez vraiment Ah oui, après mélanger pour les gens qui en veulent ou qui en veulent pas. Là, c'est plus format entre amis pour un apéro assez rapide le soir avec votre petite bouteille. Vous préparez votre mélange. Bon. Et donc là, votre méthode champenoise, Vouvray ou autre, vous pouvez après effectivement faire avec du prosecco, si Oui, vraiment c'est ça. ça peut Et varier. tout à l'heure, tu nous as dit les fruits décongelés. Est-ce que si ils étaient congelés, ça apporterait pas un petit peu de frais? Alors on peut le faire aussi, au mettre au dernier moment, remplacer un peu le fruit rouge par de la glace. Donc effectivement, le mieux après, c'est on vient d'avoir. arroser. Voilà, vous venez délicatement arroser dans votre coupe le C'est mélange. joli en plus, hein. Bah, ça fait une couleur un peu rosée, nacrée. Donc Ça c'est s'était un peu perdu un agréable. peu la méthode champenoise. Ça revient au goût du jour, effectivement. Mais après, c'est vrai que c'est une formule très sympathique et économique. Et après, avec ce dosage-là, c'est quand même quelque chose de très bon au palais. Et là, tu as utilisé des coupes à champagne, mais pas des flûtes. Non, ça a un côté un peu vintage qui est en train de revenir. Qui est très joli. Voilà. Et puis, comme il y a quand même des fruits et tout, c'est beaucoup plus simple aussi de déguster ce genre de cocktail, effectivement, dans ce type de verre. On pourrait mettre éventuellement un petit citron vert en déco, on pourrait mettre quelque chose. Oui, à votre convenance, faire un petit, ou même un petit stick pour que les gens même boire à la paille, dans les mini pailles ou autres, c'est possible. Mais c'est vrai que bon, après avec les fruits, c'est quand même beaucoup plus simple de boire dans le verre directement. Parfait. Trinquons, Olivier. À la tienne. Merci pour cette recette et à bientôt. À bientôt. Amour.